La nuit est lourde, saturée d'un silence que seul le vent semble oser briser. Dans une petite maison délabrée à la lisière d'une forêt du Maine, en 1998, une odeur métallique flotte dans l'air, épaisse, suffocante. Sur le sol du salon, un vieil homme gît, immobile, ses yeux grands ouverts fixant le plafond comme s'il cherchait une réponse dans l'obscurité. À côté de lui, un jeune homme de 19 ans, les mains tremblantes, tient encore le couteau de cuisine qu'il a utilisé. Ses vêtements sont tachés, ses joues striées de larmes. Il murmure, presque à lui-même, « Je devais le faire, pour nous deux. » Cette scène figée dans le temps est le point de départ d'une histoire qui va vous glacer le sang et vous hanter bien après que vous aurez fini de l'écouter. Ce n'est pas seulement l'horreur d'un crime, un petit-fils tuant son grand-père, qui vous marquera. C'est la raison derrière cet acte, une vérité si déchirante qu'elle pourrait ébranler votre foi en l'humanité. Dès les premières secondes, vous êtes plongé dans un mystère qui semble défier toute logique. Pourquoi un jeune homme, décrit par ses voisins comme calme, presque effacé, commettrait-il un acte aussi impensable? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à trahir le lien sacré entre un grand-parent et son petit-fils, à détruire une vie qu'il était censé chérir? L'histoire que vous allez découvrir n'est pas seulement celle d'un crime. C'est une plongée dans les méandres de l'esprit humain, là où la douleur, la peur et l'amour s'entremêlent jusqu'à devenir méconnaissables. Ce qui s'est passé dans cette maison isolée du Maine n'est pas un simple fait divers. C'est une tragédie qui révèle à quel point nous sommes tous vulnérables face aux ombres qui se cachent dans nos propres cœurs. Imaginez un instant, et si la personne en qui vous avez le plus confiance, celle qui vous a élevé, aimé, protégé, devenait soudain la source de votre plus grande terreur. Et si les murs de votre maison, censés vous abriter, devenaient une prison où chaque mot, chaque regard, chaque silence vous pousse un peu plus près du gouffre? Cette histoire vous forcera à vous poser des questions que vous n'avez peut-être jamais osé envisager. Que feriez-vous si vous découvriez que l'amour peut devenir une arme, que la loyauté peut mener à la destruction? Et si la vérité, une fois révélée, était pire que le crime lui-même? Ce qui rend ce récit si troublant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un meurtre. Derrière les murs de cette maison, il y a un secret, une vérité si profondément enfouie que même ceux qui connaissèrent la victime et le coupable n'ont jamais pu la deviner. Ce secret, vous ne le découvrirez qu'en allant jusqu'au bout, en osant plonger dans les détails de cette affaire qui a brisé une petite communauté et laissé des cicatrices indélébiles. Vous sentirez la peur s'infiltrer, l'incompréhension vous saisir, mais aussi une étrange empathie pour un jeune homme qui peut-être n'avait pas d'autre choix. Ou peut-être que si. C'est à vous de décider, mais une chose est sûre. Ce que vous allez entendre changera à jamais votre façon de voir les liens familiaux, la moralité, et peut-être même votre propre capacité à juger ce qui est bien ou mal. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle et terrifiante. Personne n'est à l'abri de l'effondrement. Pas vous, pas moi, pas ceux que nous aimons. Le mal ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il grandit en silence, dans les endroits où nous nous sentons le plus en sécurité, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour le reconnaître. En écoutant ce récit, vous ne serez pas seulement spectateur, vous serez témoin d'une vérité que beaucoup préfèrent ignorer, une vérité qui demande du courage pour être affrontée. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans ce tunnel sombre, à chercher des réponses là où d'autres ont détourné le regard, je vous invite à faire un geste simple mais puissant. Laissez un « j'aime » pour que cette histoire touche plus de monde, pour que d'autres puissent découvrir ce qui se cache derrière les façades des vies ordinaires. Et dans les commentaires, écrivez cette phrase. Je suis prêt à découvrir la vérité cachée. En le faisant, vous ne faites pas qu'interagir avec une vidéo. Vous rejoignez une communauté de curieux, de courageux, de ceux qui osent regarder l'inexplicable en face. Merci d'être là, d'avoir choisi de plonger dans cette quête de vérité. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain. Dans le silence oppressant de cette nuit de 1998, la petite maison de bois à la lisière de la forêt semblait respirer, comme si elle portait en elle le poids des secrets qu'elle abritait. Les voisins de cette bourgade du Maine, où tout le monde se connaît, décrivirent la demeure des Whittaker comme un endroit ordinaire, presque banal. Une façade de peinture écaillée, un porche où trônait une vieille chaise à bascule, un jardin envahi par les mauvaises herbes. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Les rideaux toujours tirés semblaient observer la route déserte. Les lumières vacillantes de la maison projetaient des ombres qui dansaient, comme des spectres sur les murs. Et au cœur de cette maison, un drame s'était joué. Un drame que personne,
Pas même les proches des Whittaker n'auraient pu anticiper. Ethan Whittaker, 19 ans, était agenouillé près du corps de son grand-père, Harold. Le vieil homme âgé de 77 ans était une figure respectée dans la communauté. Ancien employé de banque à la retraite, il était connu pour ses manières bourrues, mais son cœur généreux. Il avait pris Ethan sous son aile, après la mort tragique des parents du garçon, tué dans un accident de voiture alors qu'Ethan n'avait que 8 ans. Depuis, Harold était devenu bien plus qu'un grand-père. Il était le père, la mère, le protecteur. Les voisins voyaient en eux une famille unie, soudée par le chagrin et la résilience. Pourtant, ce que personne ne savait, c'était que la maison des Whittaker n'était pas un refuge. Elle était une cage. Ethan, les yeux rougis par les larmes, fixait le couteau qu'il tenait encore. Ses mains tremblaient, mais pas seulement de peur. Il y avait autre chose dans son regard, une lueur de soulagement, mêlée d'une angoisse indescriptible. « C'est fini », murmura-t-il, sa voix à peine audible, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes ne l'entendent. Il se releva titubant et s'éloigna du corps, laissant des empreintes rouges sur le plancher usé. Il traversa le salon, passa devant une vieille horloge dont le tic-tac semblait amplifié dans le silence, et s'arrêta devant une porte au fond du couloir, une porte toujours verrouillée, une porte que personne, pas même les rares visiteurs, n'avait jamais vue ouverte. Ethan posa une main hésitante sur la poignée, puis recula, comme si un instinct profond lui criait de ne pas l'ouvrir. Pas encore. Pour comprendre ce qui a conduit à cet instant, il faut remonter le temps, quelques années en arrière, lorsque Ethan, encore adolescent, commençait à percevoir les fissures dans la façade parfaite de sa vie avec Harold. À l'époque, Ethan était un garçon discret, presque invisible. À l'école, il passait inaperçu, préférant se perdre dans ses livres plutôt que de se mêler aux autres. Mais il y avait toujours eu quelque chose d'étrange dans la maison des Whittaker, une tension que même un enfant pouvait ressentir. Les voisins se rappelaient des détails troublants, bien qu'ils ne les aient jamais reliés entre eux à l'époque. Des éclats de voix, parfois, tard dans la nuit. Des livraisons régulières de colis, toujours reçus par Harold en personne, sans jamais qu'Ethan ne sache ce qu'ils contenaient, et cette porte verrouillée, au bout du couloir, que Harold interdisait formellement d'approcher. Ethan avait grandi dans l'ombre de son grand-père, un homme dont l'autorité était incontestable. Harold n'était pas violent, du moins pas de la manière dont on l'imagine. Il ne levait jamais la main sur Ethan, mais il y avait dans ses mots, dans ses regards, une emprise qui pesait sur le garçon comme une chape de plomb. Harold contrôlait tout, ce qu'Ethan mangeait, ce qu'il lisait, les rares fois où il pouvait sortir. « C'est pour ton bien », répétait-il, sa voix grave résonnant comme une sentence. Et Ethan, orphelin sans autre famille, sans autre repère, obéissait. Mais à mesure qu'il grandissait, il commençait à poser des questions. Pourquoi Harold insistait-il pour qu'il prenne ses pilules chaque soir, des pilules qu'il disait être des vitamines? Pourquoi les fenêtres du premier étage étaient-elles condamnées? Et pourquoi parfois, tard dans la nuit, entendait-il des bruits derrière cette porte verrouillée, des bruits qui n'avaient rien d'humain? Un soir, alors qu'Ethan avait 16 ans, il avait osé poser la question fatidique. Ils étaient à table, partageant un dîner frugal. Harold, comme à son habitude, parlait peu, ses yeux fixés sur son assiette. Ethan, nerveux, avait rassemblé son courage. « Grand-père, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ?» Le silence qui suivit fut si lourd qu'il semblait avoir aspiré tout l'air de la pièce. Harold avait levé les yeux, lentement, et son regard avait transpercé Ethan. « Tu ne veux pas savoir, mon garçon. Crois-moi, tu ne veux pas savoir. » Ce n'était pas une réponse, c'était une mise en garde. Mais pour Ethan, c'était aussi le début d'une obsession. Cette porte, ce secret, devint une ombre qui le suivait partout. Il ne pouvait plus dormir sans entendre ces bruits, des grattements, des murmures, parfois un gémissement étouffé. Il commença à douter de sa propre santé mentale. Était-ce son imagination? Ou y avait-il vraiment quelque chose dans cette maison? Quelque chose que son grand-père cachait? Les années passèrent, et l'adolescence d'Ethan fut marquée par une solitude croissante. Il n'avait pas d'amis proches, pas de confidents. Harold avait réussi à l'isoler du monde extérieur, prétextant que le monde était dangereux, que les gens ne comprendraient pas leur lien unique. Mais plus Ethan observait son grand-père, plus il remarquait des incohérences. Harold recevait des appels téléphoniques au milieu de la nuit, des conversations chuchotées qu'il interrompait dès qu'Ethan entrait dans la pièce. Il y avait aussi ces moments où Harold disparaissait pendant des heures, laissant Ethan seul dans la maison,
avec pour seule consigne de ne jamais s'approcher de la porte verrouillée. « C'est pour ta sécurité », disait-il. Mais Ethan n'y croyait plus. La peur s'était transformée en suspicion et la suspicion en une détermination froide. Il devait savoir. Il devait comprendre ce que son grand-père lui cachait, même si cela signifiait briser le seul lien familial qu'il lui restait. Ce soir de 1998, alors qu'il se tenait devant le corps sans vie de son grand-père, Ethan savait qu'il avait franchi un point de non-retour. Le couteau dans sa main n'était pas seulement une arme. C'était le symbole d'une rupture, d'une révolte contre des années de contrôle, de secrets, de mensonges. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était que la vérité qu'il cherchait, la vérité derrière cette porte, était bien plus terrifiante que tout ce qu'il avait pu imaginer. Et maintenant, avec le sang de son grand-père sur ses mains, il était sur le point de l'affronter. Le plancher craquait sous les pas hésitants d'Ethan alors qu'il s'éloignait du corps de son grand-père, le couteau toujours serré dans sa main. La maison semblait vibrer d'une énergie nouvelle, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant la prochaine décision du jeune homme. L'horloge du salon continuait son tic-tac incessant, un rappel cruel que le temps, lui, ne s'arrêtait pas, même après un acte aussi irréversible. Ethan s'arrêta devant la porte verrouillée au bout du couloir, celle qui avait hanté ses pensées pendant des années. Son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine entendre ses propres pensées. Il savait que ce qu'il trouverait de l'autre côté risquait de le briser, mais il n'avait plus le choix. Le sang sur ses mains était le prix d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelques heures plus tôt, la soirée avait commencé comme tant d'autres. Harold, fidèle à ses habitudes, avait préparé un dîner simple, une soupe fade et du pain rassis. Ethan, assis en face de lui, avait senti une tension inhabituelle dans l'air. Son grand-père était plus silencieux que d'ordinaire, ses mouvements plus brusques, ses regards plus fuyants. Ethan avait remarqué un détail étrange. Une clé, petite et rouillée, posée sur la table à côté de l'assiette d'Harold. C'était la première fois qu'il voyait cette clé hors de la poche de son grand-père. Elle semblait banale, mais pour Ethan, elle était un symbole, une promesse de réponse. Il n'avait pas osé poser de questions, pas encore. Mais à cet instant, il avait senti une fissure dans le mur d'autorité qu'Harold avait érigé autour de lui. Pour la première fois, son grand-père semblait vulnérable. La dispute avait éclaté sans prévenir. Ethan, poussé par des années de frustration, avait laissé échapper une question qu'il n'avait jamais osé formuler à voix haute. « Pourquoi tu me mens? Qu'est-ce que tu caches derrière cette porte ?» Les mots avaient jailli, brutaux, comme un barrage qui cède sous la pression. Harold s'était figé, sa cuillère suspendue à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Puis lentement, il avait reposé la cuillère, ses yeux se plissant jusqu'à devenir deux fentes glaciales. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Ethan », avait-il dit, sa voix basse mais tranchante. « Certaines choses doivent rester cachées, pour ton bien. » Mais Ethan n'était plus le garçon docile d'autrefois. Il avait 19 ans, et les années de silence, de peur et de doute avaient forgé en lui une colère qu'il ne pouvait plus contenir. La discussion s'était envenimée rapidement. Ethan avait haussé le ton, exigeant des réponses. Harold, lui, s'était levé, frappant la table de son poing, un geste rare qui avait fait trembler les assiettes. « Tu crois que tu peux comprendre ?» avait-il crié. « Tu crois que tu es prêt à savoir ?» Ces mots, au lieu d'intimider Ethan, avaient attisé sa détermination. Il s'était levé à son tour, défiant son grand-père du regard. C'est alors qu'Harold avait fait quelque chose d'inattendu. Il avait saisi la clé sur la table et l'avait brandie devant Ethan comme une menace. « Tu veux la vérité ?» avait-il sifflé. « Tu penses que tu peux supporter ce qu'il y a derrière cette porte ?» Ethan n'avait pas répondu. Il s'était contenté de fixer la clé, son esprit bouillonnant de questions, de peur, mais aussi d'une étrange excitation. Il était si proche de la vérité. Ce qui s'était passé ensuite restait flou, même pour Ethan. Les mots s'étaient transformés en cris, les cris en gestes brusques. Harold avait attrapé Ethan par le bras, le secouant comme pour le ramener à la raison. Mais Ethan, dans un réflexe de panique, s'était dégagé et avait couru vers la cuisine. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, pas vraiment, jusqu'à ce que sa main se referme sur le manche d'un couteau. Quand il était revenu dans le salon, Harold était là, debout, la clé toujours à la main, son visage déformé par une expression qu'Ethan n'avait jamais vue auparavant. Un mélange de colère, de peur et peut-être de regret. Les secondes qui suivirent furent un tourbillon, un cri, un mouvement, puis le silence. Et maintenant, Harold gisait sur le sol, et Ethan se tenait là, seul, face à la porte. Il glissa une main dans la poche de son grand-père,
ses doigts frôlant le tissu rêche de son pantalon. La clé était là, froide, presque vivante sous ses doigts. Il la sortit, la tenant à la lumière, comme si elle pouvait lui révéler ses secrets, avant qu'il n'ouvre la porte. Mais la clé ne parlait pas. Elle se contentait d'attendre, comme la maison, comme la nuit. Ethan s'approcha de la porte, son souffle court, son esprit partagé entre l'envie de fuir et le besoin de savoir. Il glissa la clé dans la serrure, et le déclic qui suivit résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. La porte s'entr'ouvrit, laissant échapper une bouffée d'air vicié, une odeur de moisi et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'Ethan ne pouvait pas identifier mais qui lui noua l'estomac. Il hésita, une main sur la poignée, l'autre serrant toujours le couteau. Les bruits qu'il avait entendus pendant des années, les grattements, les murmures, semblaient soudain plus réels, plus proches. Était-ce son imagination? Ou y avait-il vraiment quelque chose derrière cette porte? Quelque chose que son grand-père avait passé des années à cacher? Ethan repensa aux paroles d'Harold, à cette mise en garde répétée. « Tu ne veux pas savoir ». Mais il était trop tard pour reculer. Il avait déjà franchi une ligne qu'il ne pouvait plus retracer. Il ouvrit la porte, lentement, et l'obscurité l'accueillit comme une vieille amie. Ce qu'il vit alors, il ne l'aurait jamais imaginé, pas même dans ses pires cauchemars. La pièce était petite, encombrée d'objets qu'il distinguait à peine dans la pénombre. Des étagères croulant sous des boîtes, des piles de vieux journaux, des bocaux aux contenus indistincts. Mais ce n'était pas cela qui attira son attention. Au centre de la pièce, il y avait une chaise, usée, tachée, et sur cette chaise, des cordes, épaisses, usées par le temps. À côté, une table sur laquelle reposaient des outils, des pinces, des ciseaux, un carnet rempli de notes dans une écriture qu'Ethan reconnut immédiatement comme celle de son grand-père. Et au fond de la pièce, un vieux miroir, fendu en son centre, réfléchissant une silhouette qu'Ethan ne voulait pas regarder trop longtemps. Il recula d'un pas, son esprit refusant de comprendre ce qu'il voyait. Mais une pensée s'imposa, claire et terrifiante. Cette pièce n'était pas un simple débarras. C'était un lieu où quelque chose d'horrible s'était produit, peut-être pendant des années. Et Ethan, sans le savoir, avait vécu sous le même toit que ce secret, partageant ses repas, ses jours, sa vie avec un homme qui cachait une vérité si sombre qu'elle défiait l'entendement. L'obscurité de la pièce semblait s'accrocher à Ethan comme une seconde peau. La lumière faible de l'ampoule vacillante au plafond ne faisait qu'accentuer les ombres, donnant à chaque objet un aspect menaçant, presque vivant. Ethan restait figé sur le seuil, la clé dans une main, le couteau dans l'autre, son regard balayant la pièce comme s'il cherchait à la fois une réponse et une échappatoire. L'odeur âcre qui emplissait l'air, un mélange de moisie, de métal rouillé et de quelque chose d'indéfinissable, lui donnait la nausée. La chaise au centre de la pièce, avec ses cordes usées, semblait l'appeler, l'invitant à s'approcher, à comprendre. Mais chaque fibre de son être lui criait de refermer la porte et de fuir. Pourtant, il ne pouvait pas après ce qu'il avait fait, pas après avoir vu le sang de son grand-père sur le plancher du salon. Ethan fit un pas prudent à l'intérieur, le plancher grinçant sous son poids. Ses yeux s'adaptèrent peu à peu à la pénombre, révélant des détails qu'il aurait préféré ne jamais voir. Les étagères, chargées de boîtes et de bocaux, semblaient organisées avec une précision maniaque, chaque objet étiqueté dans l'écriture soignée d'Harold. Il s'approcha d'une étagère, sa main tremblante effleurant une boîte en métal. Il l'ouvrit, et ce qu'il y trouva lui coupa le souffle. Des photographies, des dizaines de photographies, certaines jaunies par le temps, d'autres plus récentes. Des visages qu'il ne reconnaissait pas, des hommes et des femmes, jeunes et vieux, tous fixant l'objectif avec une expression vide, presque absente. Sur certaines photos, il y avait des annotations au dos, des dates, des noms, des lieux. Ethan sentit son estomac se nouer. Qui étaient ces gens? Et pourquoi son grand-père gardait-il ces images cachées derrière une porte verrouillée? Il reposa la boîte, son regard attiré par le carnet sur la table. Il s'en empara, ses doigts glissant sur la couverture en cuir usé. Les pages étaient remplies de notes, de schémas, de listes. Certaines entrées étaient banales, des rappels de rendez-vous, des listes de courses, mais d'autres étaient bien plus troublantes. Des phrases comme « observation prolongée, sujet stable » ou « résistance inattendue, ajustement nécessaire » étaient griffonnées à côté de dates remontant à plusieurs années. Ethan feuilleta le carnet, son cœur battant plus vite à chaque page. Une entrée, datée de 5 ans plus tôt, attira son attention. Sujet 17, réaction à la vérité, échec,
Mesure prise. À côté, un dessin grossier d'une chaise, semblable à celle qui trônait au centre de la pièce. Ethan sentit un frisson glacé parcourir son dos. Qu'est-ce que son grand-père avait fait dans cette pièce? Et pourquoi? Il referma le carnet, incapable de lire davantage. Son regard se posa sur le miroir fendu au fond de la pièce. Il s'approcha presque malgré lui, et ce qu'il vit dans la glace le figea. Ce n'était pas seulement son propre reflet marqué par la peur et la fatigue, c'était quelque chose d'autre, une ombre derrière lui, indistincte mais présente. Il se retourna brusquement, le couteau brandi, mais il n'y avait rien. Rien d'autre que le silence oppressant de la pièce. Pourtant, il ne pouvait se défaire de l'impression qu'il n'était pas seul. Pas vraiment. Il repensa au bruit qu'il avait entendu pendant des années, les grattements, les murmures. Était-il réel? Ou son esprit, brisé par le choc de ce qu'il venait de faire, lui jouait-il des tours? Ethan s'assit sur la chaise, les cordes effleurant ses bras. Il ferma les yeux, essayant de rassembler ses pensées. Les souvenirs de sa vie avec Harold défilaient dans son esprit, mais ils prenaient une teinte nouvelle, plus sombre. Il se rappela les nuits où il se réveillait en sursaut, convaincu d'avoir entendu un cri étouffé. Les fois où Harold rentrait au petit matin, les vêtements froissés, les yeux hagards, refusant de répondre à ses questions. Et ses pilules, ses soi-disant vitamines qu'Harold insistait pour qu'il prenne chaque soir. Ethan avait toujours trouvé leur goût étrange, métallique, mais il avait obéi, par habitude, par peur, par confiance. Maintenant, il se demandait ce qu'il avait avalé toutes ces années. Était-ce pour le garder docile? Pour l'empêcher de poser trop de questions? Un bruit soudain le ramena à la réalité. Un craquement, léger mais distinct, venant de l'autre côté de la pièce. Ethan se leva d'un bond, le couteau pointé devant lui. « Qui est là » murmura-t-il, sa voix tremblante. Pas de réponse, juste le silence, encore plus lourd qu'avant. Il s'approcha du mur du fond où une vieille armoire en bois trônait, à moitié cachée par une pile de caisses. Le craquement semblait venir de là. Il écarta les caisses, ses mains tremblantes, et ouvrit l'armoire. À l'intérieur, il trouva un vieux coffre en métal, verrouillé par un cadenas. Le cadenas était rouillé, mais intact. Ethan fouilla ses poches, puis celle d'Harold toujours allongée dans le salon. Il trouva une autre clé, plus petite, cachée dans une poche intérieure. Avec une hésitation qui lui nouait l'estomac, il l'inséra dans le cadenas. Le déclic qui suivit résonna comme une sentence. Le coffre s'ouvrit, révélant un contenu qui fit vaciller Ethan. Des cassettes audio, des dizaines, soigneusement étiquetées avec des numéros et des dates. Il en saisit une, ses mains tremblant si fort qu'il faillit la laisser tomber. L'étiquette indiquait « Sujet 12, 1993 ». Il n'y avait aucun magnétophone dans la pièce, mais Ethan savait qu'il devait écouter ses cassettes. Il devait comprendre. Il referma le coffre, emportant une poignée de cassettes avec lui, et retourna dans le salon. Le corps d'Harold était toujours là, immobile, un rappel brutal de ce qu'il avait fait. Ethan trouva un vieux magnétophone dans un placard, un appareil poussiéreux qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il inséra la cassette, appuya sur « Play » et une voix familière, celle de son grand-père, emplit la pièce. Sujet 12. Test initial. Le sujet montre des signes de résistance, mais la méthode fonctionne. Les souvenirs sont fragmentés, comme prévu. Il faudra augmenter la dose. La voix d'Harold était froide, méthodique, presque clinique. Ethan sentit un frisson le parcourir. De quoi parlait son grand-père? Qui était ce sujet? Et pourquoi ces mots semblaient-ils si familiers, comme s'ils faisaient écho à quelque chose enfoui dans son propre esprit? La cassette continua décrivant des sessions dans la pièce verrouillée, des ajustements et des résultats prometteurs. À un moment, un cri étouffé se fit entendre en arrière-plan, un son qui glaça le sang d'Ethan. Il arrêta la cassette, incapable d'en supporter davantage. Mais une pensée s'imposa, terrifiante et inéluctable. Il n'était pas seulement la victime des secrets de son grand-père, il en faisait partie. Le magnétophone crachotait, comme s'il peinait à porter le poids des secrets contenus dans la cassette. Ethan fixait l'appareil, ses doigts crispés sur le bord de la table, le souffle court. La voix de son grand-père, froide et détachée, résonnait encore dans sa tête, répétant des mots qui n'avaient aucun sens, et pourtant semblaient le transpercer. Sujet 12. Résistance accrue, nécessité d'une intervention plus directe. Chaque phrase était un coup, une fracture dans la réalité qu'Ethan avait cru connaître. Il voulait arrêter, jeter le magnétophone à travers la pièce, brûler les cassettes, oublier ce qu'il venait d'entendre. Mais il ne pouvait pas. Pas maintenant.
pas après avoir franchi l'irréparable en tuant l'homme qui l'avait élevé. La vérité était là, dans ces cassettes, dans cette pièce, dans les murs de cette maison maudite, et il devait l'affronter. Il inséra une autre cassette, datée de 1995. Le grésillement familier emplit la pièce, suivi par la voix d'Harold, toujours aussi méthodique. Sujet 15. La mémoire commence à se fissurer. Les doses doivent être ajustées pour maintenir le contrôle. Les effets secondaires sont préoccupants. Un long silence suivi ponctué par un bruit de fond étrange. Un frottement comme si quelqu'un bougeait sur une chaise. Puis, un murmure, à peine audible, mais qui fit frissonner Ethan. Une voix, pas celle d'Harold, mais celle d'une femme, faible, brisée. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Le son s'arrêta abruptement, comme si la cassette avait été coupée. Ethan sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. Il appuya sur « Stop », ses mains tremblant tellement qu'il renversa le magnétophone. Qui était cette femme? Et pourquoi Harold enregistrait-il ces cassettes? Était-ce une sorte d'expérience? Une torture? Ou quelque chose de pire encore? Il se leva, titubant, et retourna dans la pièce verrouillée. La chaise au centre semblait le narguer, ses cordes usées racontant une histoire qu'il n'était pas sûr de vouloir comprendre. Il s'approcha des étagères, examinant les bocaux qu'il avait à peine osé regarder plus tôt. Certains contenaient des liquides troubles, d'autres des objets indistincts, peut-être des tissus, des échantillons. Il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr de vouloir être sûr. Mais un bocal, plus grand que les autres, attira son attention. À l'intérieur, il y avait une mèche de cheveux soigneusement enroulée, attachée par un ruban rouge. Une étiquette, dans l'écriture d'Harold, indiquait simplement « Sujet 10, 1990 ». Ethan sentit son cœur s'arrêter. 1990. Il avait 3 ans à l'époque. Ses parents étaient encore en vie. Que signifiait cette mèche de cheveux? Et pourquoi son grand-père la gardait-il? Comme un trophée. Les souvenirs d'Ethan étaient un flou avant l'accident qui avait emporté ses parents. Il se rappelait des bribes, le rire de sa mère, la main chaude de son père sur son épaule, mais rien de précis. Harold lui avait toujours dit que c'était normal, que le traumatisme avait effacé ses années. Mais maintenant, ces mots sonnaient comme un mensonge. Ethan repensa aux pilules qu'il prenait chaque soir, à leur goût métallique, à la fatigue qui suivait toujours. Était-ce vraiment des vitamines? Ou quelque chose d'autre? Quelque chose destiné à le garder dans l'ignorance, à manipuler ses souvenirs? Son esprit? Il sentit une vague de panique monter en lui. Et si tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, sur lui-même, était faux? Il retourna au salon, évitant de regarder le corps d'Harold. Il ne pouvait pas supporter la vue de son grand-père. Pas maintenant, pas avec ces questions qui tourbillonnaient dans sa tête. Il s'assit à nouveau, insérant une autre cassette. Cette fois, la voix d'Harold était différente, moins assurée, presque hésitante. Sujet 18, 1997. Le processus est plus difficile que prévu. Les souvenirs résiduels sont tenaces. J'ai peut-être sous-estimé l'impact à long terme. Un bruit de papier froissé, puis Harold ajouta, plus bas, « Ethan commence à poser des questions. Il faudra être prudent. » Ethan sentit son sang se glacer. Lui, il était mentionné dans ses cassettes. Était-il l'un des sujets? Ou simplement un témoin involontaire des agissements de son grand-père? Il écouta la suite, chaque mot pesant comme une pierre. Harold parlait de conditionnement, de réécriture des perceptions, de protéger la vérité à tout prix. Mais quelle vérité? Et pourquoi? Un souvenir remonta soudain à la surface, un souvenir qu'Ethan avait toujours cru être un rêve. Il avait 12 ans, peut-être 13. Il s'était réveillé au milieu de la nuit, désorienté, la bouche sèche. Il était descendu au rez-de-chaussée pour boire un verre d'eau, mais en passant devant la porte verrouillée, il avait entendu un bruit, un gémissement, suivi d'un murmure. Il s'était approché, terrifié, et avait posé la main sur la poignée. La porte était entr'ouverte, ce qui était inhabituel. À l'intérieur, il avait vu Harold, penché sur une silhouette attachée à la chaise. Il n'avait pas distingué de visage, mais il se souvenait de l'odeur, la même odeur qu'il sentait maintenant dans la pièce. Harold s'était retourné brusquement, ses yeux écarquillés. « Retourne te coucher, Ethan », avait-il ordonné, sa voix tremblante de colère. Ethan avait obéi, convaincu que c'était un cauchemar. Mais maintenant, il savait que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Tout était réel. Il inséra une dernière cassette, datée de quelques mois plus tôt. La voix d'Harold était fatiguée, presque résignée. « Je ne peux plus continuer comme ça. Les sujets,
Ils ne réagissent pas comme prévu. Et Ethan, il est trop curieux. Il est trop proche. Si je ne fais rien, tout sera perdu. Un long silence, puis un soupir. Je n'ai jamais voulu ça. Mais c'est pour lui. Tout a toujours été pour lui. La cassette s'arrêta, laissant Ethan dans un silence oppressant. Pour lui? Qu'est-ce que cela signifiait? Pourquoi Harold avait-il fait tout cela? Et qui étaient ces sujets? Étaient-ils encore en vie? Ou leurs vies s'étaient-elles éteintes dans cette pièce, comme celle d'Harold venait de s'éteindre dans le salon? Ethan sentit une colère nouvelle monter en lui, mêlée de peur et de confusion. Il avait tué son grand-père pour obtenir des réponses. Mais chaque cassette, chaque découverte ne faisait que soulever de nouvelles questions. Il regarda la pile de cassettes restantes, puis la clé dans sa main. Il savait qu'il devait continuer, qu'il devait comprendre, même si la vérité risquait de le détruire. Il se leva, déterminé, et retourna dans la pièce verrouillée. Il y avait encore des réponses à trouver, des secrets à déterrer, et il ne s'arrêterait pas avant d'avoir tout découvert. Ethan se tenait à nouveau dans la pièce verrouillée, les cassettes serrées contre sa poitrine comme un fardeau qu'il ne pouvait ni porter ni abandonner. La lumière vacillante de l'ampoule projetait des ombres mouvantes sur les murs, donnant à la pièce une vie propre comme si elle observait chacun de ses gestes. L'odeur, toujours aussi oppressante, semblait s'être incrustée dans ses vêtements, dans sa peau. Il posa les cassettes sur la table, à côté du carnet d'Harold, et s'assit sur la chaise, celle-là même où des cordes usées pendaient comme des vestiges d'un passé qu'il n'osait pas encore comprendre. Il savait que chaque cassette contenait un fragment de vérité, mais il craignait que l'ensemble, une fois reconstitué, ne soit trop lourd pour lui. Pourtant, il n'avait plus le choix. La mort de son grand-père avait scellé son destin. Il devait aller jusqu'au bout. Il prit une nouvelle cassette marquée « Sujet 20, 1998 ». L'année en cours. Ses mains tremblaient en l'insérant dans le magnétophone qu'il avait ramené dans la pièce. Le grésillement habituel précéda la voix d'Harold, mais cette fois, elle était différente, plus tendue, presque désespérée. Sujet 20. La méthode atteint ses limites. Les souvenirs ressurgissent, malgré les doses accrues. Le sujet, il est plus fort que les autres. Trop fort. Un bruit de chaise raclant le sol, puis un soupir. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer. Ethan est trop proche. Il sent que quelque chose ne va pas. Ethan sentit son cœur s'arrêter. La mention de son nom, encore une fois, confirmait ce qu'il redoutait. Il était au centre de ce mystère, d'une manière ou d'une autre. La cassette continua, la voix d'Harold devenant plus agitée. Si je ne trouve pas une solution, tout s'effondrera. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tout ce que j'ai sacrifié. Un cri soudain, étouffé mais distinct, interrompit l'enregistrement. Ethan sursauta, le magnétophone glissant presque de ses mains. Le cri n'était pas celui d'Harold. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un dans cette pièce, attaché à cette chaise. La cassette s'arrêta abruptement, laissant Ethan dans un silence qui semblait hurler plus fort que n'importe quel son. Il fixa les cordes sur la chaise, imaginant une personne, une femme peut-être comme celle qu'il avait entendue dans une cassette précédente, luttant, suppliant. Qui étaient ces gens? Des victimes? Des cobayes? Et pourquoi Harold parlait-il de lui, Ethan, comme d'une menace pour son travail? Il se leva, incapable de rester assis plus longtemps. La pièce semblait rétrécir autour de lui, les murs se rapprochant comme pour l'étouffer. Il s'approcha des étagères, fouillant frénétiquement parmi les boîtes et les bocaux. Il trouva un autre carnet, plus petit, caché derrière une pile de journaux. Les pages étaient remplies de notes plus désordonnées, presque illisibles par endroits. Des schémas de produits chimiques, des listes de doses, des annotations sur des sujets et leurs réponses. Une page en particulier attira son attention. Un dessin d'un cerveau humain, entouré de flèches et de mots comme mémoire, suppression, conditionnement. À côté, une note griffonnée à la hâte, Ethan, risque de récurrence, surveillé de près. Ethan sentit une vague de nausée l'envahir. Était-il un sujet, lui aussi? Était-ce pour cela que ses souvenirs d'enfance étaient si flous, si fragmentés? Il repensa aux pilules qu'Harold lui donnait chaque soir. Il avait arrêté de les prendre quelques mois plus tôt, prétextant qu'il se sentait mieux sans elles. Harold avait insisté, presque paniqué, mais Ethan avait tenu bon. Depuis, il avait commencé à se souvenir de choses, des flashs, des images fugaces. Une femme aux cheveux blonds, un rire, une main douce sur son front. Était-ce sa mère? Ou quelqu'un d'autre? Et pourquoi ces souvenirs revenaient-ils maintenant? Il feuilleta le carnet, cherchant des réponses.
Une entrée datée de 1990, l'année où il avait 3 ans, le figea. Sujet 1. Succès partiel. La mémoire principale est effacée, mais des fragments persistent. Nécessité de doses régulières pour maintenir la stabilité. Sujet 1. Était-ce lui? Était-ce possible qu'Harold ait commencé ses expériences sur lui, son propre petit-fils dès son plus jeune âge? Un bruit sourd, venant de l'extérieur de la pièce, interrompit ses pensées. Ethan se figea, le carnet toujours dans les mains. Le son venait du salon. Était-ce le vent? Un voisin? Ou autre chose? Il posa le carnet et saisit le couteau, son pouls s'accélérant. Il sortit de la pièce, avançant lentement dans le couloir. Le corps d'Harold était toujours là, immobile. Mais quelque chose clochait. La clé, celle qu'Ethan avait utilisée pour ouvrir la porte verrouillée, n'était plus dans sa poche. Il l'avait laissée sur la table, près du magnétophone. Il retourna en courant dans la pièce, mais la clé avait disparu. Son regard balaya la pièce, cherchant un signe, une explication. Puis il l'entendit à nouveau. Un bruit, cette fois plus proche, comme des pas légers sur le plancher. Ethan serra le couteau, son cœur battant à tout rompre. « Qui est là » cria-t-il, sa voix résonnant dans la maison vide. Pas de réponse. Il retourna dans le salon, vérifiant chaque coin, chaque ombre. Rien. Mais il ne pouvait se débarrasser de l'impression qu'il n'était pas seul. Il repensa aux cassettes, aux cris, aux sujets. Et si l'un d'eux était encore là, quelque part dans la maison? Et si Harold n'avait pas agi seul? Il revint dans la pièce verrouillée, déterminé à trouver des réponses. Il fouilla à nouveau les étagères, renversant des boîtes, brisant des bocaux dans sa hâte. Sous une pile de vieux vêtements, il trouva une boîte en métal différente des autres, marquée d'un simple « E ». Ethan. Il l'ouvrit, et ce qu'il y trouva le fit reculer d'horreur. À l'intérieur, il y avait des photos de lui, des photos d'enfants, prises à son insu. Lui dormant, lui jouant dans le jardin, lui à table avec Harold. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi des flacons étiquetés avec des codes chimiques et une seringue encore tachée de ce qui semblait être du sang séché. Une note pliée à l'intérieur disait « Ethan, protocole spécial, ne jamais révéler ». Ethan sentit le sol se dérober sous lui. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie, sur son grand-père, sur lui-même, s'effondrait. Il n'était pas seulement le témoin des secrets d'Harold. Il en était la clé. Ethan fixait la boîte en métal, ses mains tremblantes incapables de lâcher la note qui portait son nom. Les mots « protocole spécial » semblaient brûler le papier, comme s'il cherchait à s'incruster dans son esprit. La seringue tachée de sang, les photos de lui enfant, les flacons aux étiquettes cryptiques, tout cela formait un puzzle dont il ne voulait pas voir l'image finale. Pourtant, il ne pouvait plus reculer. La maison, autrefois son refuge, était devenue un labyrinthe de secrets, et chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'une vérité qu'il redoutait plus que tout. Le corps de son grand-père gisait toujours dans le salon, un rappel brutal de l'acte qu'il avait commis. Mais ce n'était plus seulement la culpabilité qui le rongeait, c'était la peur de découvrir qui il était vraiment, ou ce qu'Harold avait fait de lui. Il posa la boîte sur la table à côté du magnétophone et s'assit lourdement sur la chaise aux cordes usées. La pièce verrouillée semblait vibrer d'une énergie oppressante, comme si les murs eux-mêmes cherchaient à lui murmurer leurs secrets. Il prit une autre cassette, celle-ci sans étiquette, juste un bout de ruban adhésif déchiré collé sur le boîtier. Il l'inséra avec précaution comme s'il manipulait une bombe. Le grésillement familier emplit l'air, suivi par la voix d'Harold, mais cette fois, elle était différente, brisée, presque suppliante. Sujet E. 1993. J'ai cru que ce serait différent avec lui. J'ai cru que je pourrais le protéger. Mais les souvenirs, ils reviennent toujours. Un long silence ponctué par un soupir tremblant. Je ne voulais pas ça. Pas pour lui. Pas pour Ethan. Ethan sentit son cœur se serrer. Sujet E. C'était lui. Il n'y avait plus de doute possible. Harold parlait de lui comme d'un cobaye. Un élément dans une expérience qu'il ne comprenait pas encore. La cassette continuait. La voix d'Harold devenant plus agitée. Les doses ne suffisent plus. Il commence à se souvenir, à poser des questions. J'ai essayé de le garder à l'écart, mais il est trop curieux, trop fort. Si je ne fais rien, il découvrira tout. Et alors, la voix s'interrompit, remplacée par un bruit de fond étrange, un frottement, puis un cliquetis, comme si quelqu'un manipulait des chaînes. Ethan sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il arrêta la cassette, incapable d'en supporter davantage.
Mais le silence qui suivit était pire encore, chargé de questions sans réponse. Il se leva, fouillant à nouveau la pièce, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui donner un sens à tout cela. Sous une pile de vieux journaux, il trouva un dossier, épais, relié par une corde usée. À l'intérieur, des documents officiels, des rapports médicaux, des notes manuscrites. L'un des rapports portait son nom. Ethan Whitaker, sujet d'observation, 1990-1988. Il feuilleta les pages, son esprit luttant pour comprendre. Les rapports décrivaient des sessions régulières, des tests de mémoire, des injections de substances non identifiées. Une note datée de 1991 attira son attention. Le sujet montre une résilience inattendue. Les souvenirs primaires sont supprimés, mais des fragments secondaires persistent. Recommandation: augmenter la fréquence des doses. Ethan sentit une vague de nausée l'envahir. Il n'était qu'un enfant à l'époque. Qu'est-ce qu'Harold lui avait fait? Un souvenir surgit soudain et brutal comme une déchirure dans le voile de son esprit. Il avait 5 ans, peut-être 6. Il était dans une pièce sombre, cette pièce, peut-être, attachée à une chaise, les poignets serrés par des cordes. Harold était là, un sourire triste sur le visage, une seringue à la main. « Ça ne fera pas mal, mon garçon », avait-il murmuré. « C'est pour ton bien. » Ethan avait pleuré, supplié, mais Harold avait continué, son regard vide de toute émotion. Le souvenir s'effaça aussi vite qu'il était venu, laissant Ethan haletant, les mains crispées sur le dossier. Était-ce réel? Ou son esprit, brisé par le choc, fabriquait-il des images pour combler les vides? Il feuilleta le dossier, trouvant des références à d'autres sujets. Certains noms lui semblaient vaguement familiers, comme s'il les avait entendus dans une autre vie. Une femme nommée Clara, un homme nommé Thomas, des dates, des lieux, des descriptions de sessions, similaires à celles qu'il avait subies. Mais un détail le frappa. Plusieurs rapports mentionnaient un incident en 1990, l'année de la mort de ses parents. Un rapport rédigé dans une écriture hâtive disait « L'accident a été une couverture nécessaire. Les sujets 1 et 2 devenaient incontrôlables. Mesures extrêmes prises pour protéger le projet. » Ethan sentit son sang se glacer. Ses parents. Était-il possible qu'ils n'aient pas péri dans un accident de voiture, comme Harold le lui avait toujours dit? Était-il possible qu'Harold ait orchestré leur mort? Il referma le dossier, incapable de continuer. La pièce semblait tourner autour de lui, les murs se refermant comme une cage. Il repensa aux cassettes, aux cris, aux murmures. Combien de personnes avaient souffert dans cette pièce? Combien de vies Harold avait-il brisées pour protéger son projet? Et pourquoi Ethan était-il au centre de tout cela? Il se rappela les mots d'Harold sur la cassette. Tout a toujours été pour lui. Mais quoi? Quelle vérité était si importante qu'elle justifiait des années d'expérience, de mensonges, de morts? Un bruit, à nouveau, brisa le silence. Cette fois, il était clair. Des pas, lents mais distincts, venant de l'étage supérieur. Ethan se figea, le couteau à la main. La maison était censée être vide. Il n'y avait que lui et le corps d'Harold. Il sortit de la pièce, le cœur battant, et monta l'escalier, chaque marche grinçant sous son poids. L'étage était plongé dans l'obscurité, les fenêtres condamnées ne laissant passer qu'un mince filet de lumière. Il s'arrêta devant la chambre d'Harold, la porte entr'ouverte. À l'intérieur, il vit quelque chose qui le pétrifia. Une silhouette, indistincte, assise sur le lit. Ce n'était pas Harold. Ce n'était pas possible. Il avança, le couteau brandi, et murmura « Qui êtes-vous » La silhouette ne répondit pas. Elle se contenta de tourner la tête, lentement, et dans la pénombre, Ethan crut voir un visage familier, un visage qu'il avait vu sur l'une des photos dans la pièce verrouillée. Ethan resta figé sur le seuil de la chambre d'Harold, le couteau tremblant dans sa main. La silhouette assise sur le lit semblait irréelle, comme un spectre surgi des profondeurs de son esprit tourmenté. La faible lumière filtrant à travers les planches clouées aux fenêtres ne révélait qu'un contour vague, mais le visage, ce visage, lui semblait familier, comme une image tirée d'un rêve qu'il n'arrivait pas à saisir. Était-ce l'une des personnes sur les photos trouvées dans la pièce verrouillée? Ou son imagination, saturée par la peur et les révélations, lui jouait-elle des tours? Il fit un pas en avant, le plancher grinçant sous son poids, et murmura à nouveau « Qui êtes-vous » Sa voix rauque et brisée résonna dans le silence oppressant de la maison. La silhouette ne bougea pas, mais un léger soupir s'échappa, un son si faible qu'il aurait pu l'imaginer. Puis, lentement, elle se tourna davantage, et la lumière accrocha un éclat dans ses yeux.
des yeux qui semblaient le transpercer, pleins d'une émotion qu'Ethan ne pouvait pas nommer. Il recula d'un pas, son instinct lui criant de fuir, mais sa curiosité, cette même curiosité qui l'avait poussé à ouvrir la porte verrouillée, le clouait sur place. « Répondez-moi » dit-il, plus fort cette fois, brandissant le couteau comme une menace. La silhouette leva une main, lentement, comme pour l'apaiser, et murmura quelque chose. Un mot, un nom peut-être, trop bas pour qu'il puisse l'entendre. Puis, sans un bruit, elle disparut dans l'ombre, comme si elle n'avait jamais été là. Ethan cligna des yeux, son cœur battant à tout rompre. Était-elle réelle, ou était-il en train de perdre la tête? Il fouilla la pièce, renversant les draps, ouvrant l'armoire, regardant sous le lit. Rien, pas une trace. Mais l'air semblait plus lourd, chargé d'une présence qu'il ne pouvait expliquer. Il redescendit au rez-de-chaussée, le couteau toujours à la main, son esprit tournant à toute vitesse. La maison, autrefois si familière, était devenue un territoire hostile, chaque coin dissimulant une menace, chaque ombre cachant un secret. Il retourna dans la pièce verrouillée, cherchant des réponses, quelque chose pour ancrer sa réalité qui s'effritait. Sur la table, il trouva un autre dossier, à moitié dissimulé sous une pile de vieux vêtements. Il l'ouvrit, ses mains tremblantes faisant tomber quelques pages. À l'intérieur, il découvrit des lettres, des dizaines de lettres, certaines écrites à la main, d'autres tapées à la machine. Elles étaient adressées à Harold, mais les expéditeurs variaient. Des noms qu'Ethan ne reconnaissait pas, des initiales, parfois rien du tout. Une lettre, datée de 1992, attira son attention. Elle était signée Clara. Ce nom, il l'avait vu dans le carnet d'Harold, associé à l'un des sujets. La lettre était brève, mais chaque mot semblait chargé de désespoir. Harold, tu m'avais promis que ce serait fini. Tu m'avais promis qu'il serait en sécurité. Pourquoi continues-tu? Ethan sentit un frisson le parcourir. Qui était Clara? Et de qui parlait-elle? De lui? D'un autre sujet? Il continua à fouiller le dossier, trouvant des rapports plus détaillés sur les sessions menées dans la pièce verrouillée. L'un d'eux, daté de 1993, décrivait une femme, Clara, peut-être, qui avait résisté au conditionnement et représentait une menace pour le projet. Le rapport se terminait par une note laconique. Sujet éliminé. Mesure prise pour éviter toute récurrence. Ethan sentit son estomac se nouer. Éliminé. Ce mot si clinique, si froid, cachait une vérité horrible. Harold n'avait pas seulement manipulé des esprits, il avait pris des vies. Mais pourquoi? Quel était ce projet qui justifiait tant de cruauté? Un autre document, plus récent, attira son attention. C'était une liste, écrite de la main d'Harold, intitulée « Protocole final ». Elle détaillait une série d'étapes pour protéger le sujet principal. Ethan lut les mots, son souffle devenant court. Le sujet principal était mentionné à plusieurs reprises, toujours avec une précision presque révérentielle. Une phrase en particulier le frappa. « Le sujet principal doit rester ignorant à tout prix. Si la vérité s'est révélée, le projet s'effondre. » Ethan sentit une colère sourde monter en lui. Était-il ce sujet principal? Était-ce pour cela qu'Harold l'avait gardé sous son emprise, l'avait drogué, isolé, manipulé, pour protéger un secret qu'il ne comprenait même pas? Il repensa à la silhouette dans la chambre. Était-ce Clara? Était-elle encore en vie, cachée quelque part dans la maison? Ou était-ce une autre victime, un autre fantôme des expériences d'Harold? Il fouilla à nouveau la pièce, cherchant des indices, des preuves. Sous une étagère, il trouva une trappe, à peine visible, dissimulée par une pile de caisses. Son cœur s'accéléra. Une trappe, une cachette. Il écarta les caisses, ses mains tremblantes soulevant la planche de bois. En dessous, un escalier étroit descendait dans l'obscurité. Une odeur encore plus forte, plus âcre, s'échappa, lui donnant la nausée. Il hésita, le couteau serré dans sa main, puis alluma une lampe de poche trouvée sur une étagère. La lumière tremblante révéla des marches usées, menant à une cave qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il descendit, chaque pas résonnant comme un compte à rebours. La cave était froide, humide, les murs couverts de moisissures. Au centre, une table métallique, tachée de rouille ou de quelque chose d'autre. À côté, un vieux réfrigérateur verrouillé par une chaîne. Ethan sentit une peur viscérale l'envahir. Il ne voulait pas ouvrir ce réfrigérateur. Il ne voulait pas savoir ce qu'il contenait. Mais il devait. Il trouva un pied de biche dans un coin et força la chaîne.
le métal cédant avec un grincement sinistre. À l'intérieur, il trouva des sacs soigneusement scellés, étiquetés avec des numéros. Il n'ouvrit pas les sacs. Il n'avait pas besoin de le faire. Il savait au fond de lui ce qu'ils contenaient. Des restes, des preuves, des vies éteintes dans le silence de cette maison. Il recula, trébuchant, et s'effondra contre le mur. Les larmes coulèrent, silencieuses, alors que la réalité s'imposait à lui. Harold n'était pas seulement un manipulateur, c'était un monstre. Et Ethan, qu'était-il? Une victime? Un complice involontaire? Ou quelque chose d'autre? Quelque chose qu'il n'osait pas encore nommer. Il remonta l'escalier, le couteau toujours à la main, déterminé à trouver la dernière pièce du puzzle, même si elle devait le détruire. Ethan remonta de la cave, chaque pas plus lourd que le précédent, comme si l'obscurité qu'il laissait derrière lui s'accrochait à ses talons. La lampe de poche tremblait dans sa main, projetant des ombres erratiques sur les murs de la pièce verrouillée. Les sacs dans le réfrigérateur, les étiquettes numérotées, les cordes sur la chaise, les cassettes, tout convergeait vers une vérité qu'il n'était pas sûr de pouvoir affronter. La maison, autrefois un refuge, était devenue une prison de secrets, et lui, Ethan, en était à la fois la clé et la victime. Il posa la lampe sur la table, à côté du magnétophone, et s'arrêta devant le miroir fendu. Son reflet, déformé par la fissure, semblait appartenir à un étranger. Était-il vraiment celui qu'il croyait être? Ou Harold avait-il réécrit son histoire, comme il l'avait fait pour tant d'autres? Il prit une autre cassette, celle-ci marquée d'un simple « E, 1998 », l'année en cours. Ses doigts hésitèrent avant de l'insérer, comme s'il savait que ce qu'il allait entendre pourrait briser ce qui restait de lui. Le grésillement habituel emplit la pièce, suivi par la voix d'Harold, plus faible, presque brisée. Sujet E. Dernière entrée. J'ai échoué. Il se souvient. Pas tout, mais assez pour poser des questions. Je ne peux plus le contrôler. Un long silence, ponctué par un bruit de respiration laborieuse. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le protéger, pour lui donner une chance. Mais maintenant, je crains qu'ils ne doivent porter le poids de la vérité. La cassette s'arrêta, laissant Ethan dans un silence assourdissant. Protéger. Ce mot, répété encore et encore par Harold, sonnait comme une moquerie. Protéger de quoi? De qui? De lui-même? Il fouilla à nouveau la pièce, cherchant un indice, une réponse définitive. Sous la table, il trouva une boîte en bois verrouillée par un cadenas. La clé qu'il avait utilisée pour ouvrir la porte verrouillée était introuvable, mais il força le cadenas avec le pied de biche, le bois cédant dans un craquement. À l'intérieur, il trouva un journal intime relié en cuir noir, l'écriture d'Harold couvrant chaque page. Les premières entrées dataient de 1989, avant la mort de ses parents. Ethan feuilleta le journal, son cœur battant à tout rompre. Les mots d'Harold étaient un mélange de confession et de justification, comme s'il écrivait pour se convaincre lui-même. Une entrée datée de 1990 le figea. L'accident était nécessaire. Ils savaient trop. Ils auraient tout détruit. Ethan est tout ce qui reste. Je dois le protéger même si cela signifie le briser. Ethan sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Ses parents, l'accident, ce n'était pas un hasard. Harold l'avait orchestré comme il avait orchestré tant d'autres horreurs. Mais pourquoi? Il continua à lire les pages révélant une obsession terrifiante. Harold parlait d'un projet visant à réécrire l'esprit humain, à effacer les souvenirs douloureux, à créer une nouvelle réalité. Les sujets, des dizaines d'entre eux, étaient des cobayes, des victimes d'expériences visant à perfectionner cette méthode. Mais Ethan était différent. Il était le sujet principal, celui pour qui tout avait commencé. Une entrée de 1993 précisait « Ethan est la preuve que ça peut fonctionner. Ses souvenirs de l'incident sont presque entièrement effacés, mais les fragments reviennent. Je dois être plus prudent. » Un souvenir jaillit, brutal, comme un éclair. Ethan, à 5 ans, attaché à la chaise dans cette pièce. Une aiguille dans son bras, la voix d'Harold murmurant « Oublie, Ethan, oublie tout ». Il se souvenait de la douleur, de la confusion, mais aussi d'une image fugace. Sa mère hurlant, attachée à une autre chaise, suppliant Harold d'arrêter. Était-ce réel? Ou un autre fragment de son esprit brisé? Il referma le journal, incapable de continuer. La vérité était là, mais elle était trop vaste, trop horrible. Harold n'avait pas seulement manipulé son esprit. Il avait effacé sa vie, son histoire, sa famille. Un bruit à nouveau venant de l'étage. Cette fois, c'était clair. Des pas, lents,
Délibéré, Ethan saisit le couteau et monta l'escalier, chaque marche amplifiant sa peur. La chambre d'Harold était vide, mais la fenêtre, autrefois condamnée, était entr'ouverte. Un courant d'air froid s'infiltrait, faisant frissonner Ethan. Il s'approcha, regardant dehors. La forêt, sombre et silencieuse, semblait l'observer. Puis, il le vit. Un mouvement, à peine perceptible, parmi les arbres. Une silhouette, la même qu'il avait vue dans la chambre. Elle se tenait là, immobile, le regardant. Ethan sentit son sang se glacer. Il referma la fenêtre, verrouillant la maison, mais il savait que ce n'était pas assez. Quelque chose ou quelqu'un était là, dehors, ou peut-être dans la maison. Il redescendit, déterminé à trouver la dernière pièce du puzzle. Dans la pièce verrouillée, il remarqua un détail qu'il avait négligé, une inscription gravée sur le miroir fendu, à peine visible. Pour Ethan, pour toujours. Les mots semblaient moqueurs, cruels. Il frappa le miroir, le brisant davantage, et derrière, il trouva une enveloppe cachée, scellée avec de la cire. À l'intérieur, une lettre, écrite de la main d'Harold, datée de la veille. Ethan, si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. La vérité est plus grande que nous deux. Tu n'étais pas seulement un sujet, tu étais l'espoir. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te sauver. Mais maintenant, tu dois choisir, oublier ou affronter. À côté de la lettre, une clé USB, un objet incongru dans cette maison figée dans le temps. Ethan n'avait pas d'ordinateur dans la maison, mais il savait où trouver celui d'Harold, dans un placard du salon. Il brancha la clé, son cœur battant à tout rompre. L'écran s'alluma, révélant un dossier intitulé « Projet Vérité ». À l'intérieur, des vidéos, des enregistrements datant de plusieurs années. Il cliqua sur le premier fichier, et le visage d'Harold apparut, vieilli, marqué par la fatigue. « Ethan, si tu vois ceci, je suis probablement mort. Tu dois savoir la vérité. Tout a commencé avec ta mère, elle était la première. » Ethan sentit le sol se dérober sous lui. Sa mère. La première. La première quoi? Victime? Cobaye? Il n'était pas prêt pour ce qui allait suivre, mais il ne pouvait plus s'arrêter. L'écran de l'ordinateur vacillait, projetant une lueur pâle sur le visage d'Ethan, figé dans une tension insoutenable. La vidéo d'Harold continuait, sa voix rauque et fatiguée emplissant le salon silencieux, où le corps de son grand-père gisait encore, à quelques mètres seulement. Ethan, si tu vois ceci, c'est que tu as trouvé la vérité, ou du moins une partie. Harold marqua une pause, ses yeux fixant la caméra comme s'il pouvait voir Ethan à travers le temps. Ta mère, elle était la première, pas seulement une victime, mais l'origine de tout. Elle voulait te protéger, mais elle ne comprenait pas ce que cela coûterait. Ethan sentit son souffle se couper. Sa mère. Chaque mot semblait déchirer un voile, révélant une réalité qu'il n'était pas sûr de pouvoir supporter. La vidéo montrait Harold dans une pièce sombre, la pièce verrouillée, sans doute, assis à une table encombrée de dossiers et de flacons. Tout a commencé en 1988, poursuivit-il. Ta mère, Clara, était une scientifique brillante. Elle travaillait sur un projet expérimental, financé par des gens puissants, des gens qui voulaient contrôler l'esprit humain. Pas pour faire le mal, au départ. L'idée était de guérir, d'effacer les traumatismes, les souvenirs douloureux, de donner aux gens une chance de recommencer. Clara croyait en ce projet. Elle y croyait tellement qu'elle s'est portée volontaire pour les premiers tests. Harold baissa les yeux, sa voix tremblant légèrement. Mais ça a mal tourné. Ethan sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Clara, la femme mentionnée dans les lettres, dans les rapports. Sa mère. Il repensa à la mèche de cheveux dans le bocal, à la voix suppliante sur les cassettes. Était-ce elle? Harold continua. Les tests ont changé, Clara. Elle devenait instable, imprévisible. Les souvenirs qu'on essayait de supprimer revenaient, mais déformés, violents. Elle a commencé à poser des questions, à douter du projet. Et quand elle a découvert qu'il voulait tester la méthode sur des enfants, sur toi, Ethan, elle a voulu tout arrêter. Harold passa une main sur son visage comme pour chasser un souvenir douloureux. Ils ne l'ont pas laissé faire. Ethan sentit des larmes brûler ses yeux. Sa mère avait essayé de le protéger, mais de qui? D'Harold? Des gens puissants dont il parlait? La vidéo continua, chaque mot comme un coup de poignard. J'ai essayé de l'aider, Ethan. J'ai pris sa place, repris le projet pour qu'il te laisse tranquille. Mais ils exigeaient des résultats. Alors j'ai continué. Les sujets, les tests, les cassettes. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te garder à l'écart, pour t'empêcher de devenir comme elle. Harold s'interrompit, sa voix brisée. Mais tu étais déjà impliqué.
Depuis le début, un flash traversa l'esprit d'Ethan, un souvenir clair et brutal. Il était dans une pièce blanche, pas la pièce verrouillée, mais un laboratoire entouré d'hommes en blouse. Sa mère était là, attachée, criant son nom. Il était si petit, si terrifié. Une aiguille dans son bras, une sensation de froid, puis le néant. Il cligna des yeux, revenant à la vidéo. Harold parlait toujours. L'accident qui a tué tes parents, ce n'était pas un accident. Ils étaient devenus une menace pour le projet. Clara voulait tout révéler, ton père l'a soutenu. Alors ils ont été éliminés. Je t'ai pris avec moi, Ethan, pour te protéger. Mais pour ça, il fallait que tu oublies. Les pilules, les sessions, tout était pour effacer ce que tu avais vu. Ethan sentit une rage sourde monter en lui. Harold l'avait drogué, manipulé, pour le garder dans l'ignorance. Mais il n'avait pas seulement effacé ses souvenirs. Il avait effacé sa mère, son père, sa vie. La vidéo continuait. Les autres sujets, ils étaient nécessaires. Des tests pour perfectionner la méthode, pour m'assurer que tu resterais stable. Mais je n'ai jamais voulu leur faire de mal. Pas vraiment. Harold baissa les yeux comme s'il ne pouvait supporter son propre reflet. Maintenant, tu sais, et tu dois choisir. Tu peux détruire tout ça, les dossiers, les cassettes, la vérité. Ou tu peux chercher ceux qui sont derrière tout ça. Mais fais attention, Ethan. Ils te surveillent. Ils surveillent tout. La vidéo s'arrêta, l'écran devenant noir. Ethan resta immobile. Le silence de la maison pesant sur lui comme une tombe. Il. Qui était-il? Les financiers du projet. Des ombres sans nom qui avaient orchestré la mort de ses parents. Les expériences sur des dizaines de personnes. Sur lui. Il repensa à la silhouette dans la chambre, au pas dans la forêt. Était-il surveillé? Même maintenant? Il se leva, le couteau toujours à la main, et fouilla le placard où il avait trouvé l'ordinateur. À l'intérieur, il découvrit une enveloppe scellée, marquée d'un simple « pour Ethan ». À l'intérieur, une liste de noms et d'adresses, certains barrés, d'autres soulignés. Une note d'Harold disait « Si tu lis ceci, trouve-les. Ils savent, mais sois prudent. Ils ne te laisseront pas vivre si tu t'approches trop. » Ethan sentit une détermination nouvelle s'emparer de lui. Il ne pouvait pas oublier. Pas maintenant. Il devait trouver ces gens, découvrir la vérité entière, même si cela signifiait mettre sa vie en danger. Il rassembla les cassettes, les dossiers, la clé USB, et les mit dans un sac. Il devait quitter la maison, disparaître avant que, il, ne le trouve. Mais avant de partir, il retourna dans la pièce verrouillée une dernière fois. Il prit une allumette, trouvée dans un tiroir, et la frotta contre la boîte. La flamme vacilla, fragile, mais vive. Il la laissa tomber sur une pile de journaux, regardant le feu commencer à dévorer les preuves, les secrets, les horreurs. La maison brûlerait, et avec elle, une partie de son passé. Il sortit dans la nuit, le sac sur l'épaule, le couteau dans sa poche. La forêt semblait l'appeler, mais il savait qu'il ne pouvait pas s'y perdre. Pas encore. Il avait une mission maintenant, une vérité à découvrir, une justice à rendre. Mais au fond de lui, une question persistait. Qui était-il vraiment? Un survivant? Un monstre? Ou simplement un pion dans un jeu qu'il ne comprenait pas encore? Le crépitement des flammes s'élevait derrière Ethan alors qu'il s'éloignait de la maison, le sac pesant sur son épaule, rempli des cassettes, des dossiers, et de la clé USB qui contenait les fragments d'une vérité qu'il n'aurait jamais dû découvrir. La nuit était froide, le vent mordant, mais il ne sentait rien d'autre que le poids de ce qu'il venait d'apprendre. Sa vie, son identité, tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même et sur ceux qu'il aimait, s'était effondré en une seule nuit. La maison des Whittaker, cette prison de secrets où il avait grandi, n'était plus qu'une lueur rougeoyante à l'horizon, dévorée par le feu qu'il avait allumé. Mais même les flammes ne pouvaient effacer la question qui le hantait. Qui était-il vraiment? Un survivant d'une expérience monstrueuse? Un pion dans un jeu orchestré par des forces invisibles? Ou un meurtrier, marqué à jamais par l'acte qu'il avait commis? L'histoire d'Ethan Whittaker n'est pas seulement celle d'un crime. Un petit-fils tuant son grand-père dans un moment de désespoir et de rage. C'est une plongée dans les abysses de l'esprit humain, là où l'amour, la peur et la trahison se mêlent jusqu'à devenir indistinguables. Ce que vous venez d'entendre vous a peut-être secoué, terrifié, ou même forcé à remettre en question votre propre perception de la réalité. Car si une vérité aussi sombre peut se cacher derrière les murs d'une maison ordinaire, dans une petite ville du Maine, alors qu'est-ce qui se dissimule dans les ombres de nos propres vies? Ethan n'était pas seulement une victime,
Il était un miroir, reflétant la fragilité de nos certitudes, la facilité avec laquelle la vérité peut être manipulée, effacée, réécrite. Pensez-y un instant. Et si les souvenirs qui vous définissent, les moments qui vous ont construit, n'étaient pas les vôtres? Et si quelqu'un, quelque part, avait décidé de ce que vous deviez savoir, de ce que vous deviez oublier? L'histoire d'Ethan nous rappelle que la vérité est une chose fragile, précieuse, mais dangereuse. Elle peut libérer, mais elle peut aussi détruire. Ethan a choisi de l'affronter même au prix de tout ce qu'il connaissait. Et vous, qui avez suivi ce récit jusqu'au bout, vous faites partie d'un groupe rare, ceux qui osent regarder dans l'abîme, ceux qui cherchent à comprendre ce que d'autres préfèrent ignorer. Félicitations, car il faut du courage pour plonger dans une histoire aussi troublante, pour affronter les questions qu'elle soulève, et pour accepter que certaines réponses resteront peut-être à jamais hors de portée. Cette histoire ne s'arrête pas avec Ethan disparaissant dans la nuit, un sac rempli de preuves sur l'épaule. Elle continue en vous, dans les réflexions qu'elle suscite, dans les conversations qu'elle inspire. Si ce récit vous a touché, si vous ressentez cette étrange mixture de peur, d'empathie et de curiosité, alors je vous invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Laissez un commentaire avec cette phrase. Cette histoire a changé ma façon de voir l'esprit humain. En le faisant, vous ne faites pas qu'exprimer une pensée. Vous vous identifiez comme l'un des nôtres, un chercheur de vérité, un membre d'une communauté qui refuse de détourner le regard face à l'inexplicable. Vos mots montreront que vous êtes parmi les plus engagés, ceux qui osent plonger dans les mystères que personne n'ose raconter. Mais ne vous arrêtez pas là. Cette histoire mérite d'être entendue, partagée, pour que d'autres puissent découvrir ce qui se cache derrière les façades des vies ordinaires. Partagez cette vidéo, envoyez-la à ceux qui, comme vous, sont fascinés par l'étrange, le sinistre, l'énigmatique. Chaque partage est comme une torche allumée dans l'obscurité, révélant un peu plus de ce que le monde préfère garder caché. Et si vous voulez continuer ce voyage, si vous voulez explorer d'autres récits qui défient l'entendement, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez notre communauté, un cercle de curieux qui, comme des explorateurs dans un labyrinthe sans fin, cherchent à déchiffrer les secrets que l'humanité a enfouis. Imaginez-vous comme un gardien de ces histoires, un porteur de lumière dans un monde d'ombre. Votre abonnement est plus qu'un clic. C'est un engagement à ne jamais cesser de chercher, à ne jamais accepter les réponses faciles. L'histoire d'Ethan Whittaker n'est pas terminée. Quelque part, dans l'obscurité, il marche encore, poursuivant ceux qui ont orchestré cette tragédie, cherchant à comprendre qui il est vraiment. Peut-être le retrouverons-nous un jour, dans une autre ville, sous un autre nom, confrontant les fantômes de son passé, ou peut-être son histoire s'éteindra dans le silence, comme tant d'autres avant lui. Mais une chose est sûre, ce que vous venez d'entendre restera avec vous. Alors, regardez autour de vous, les murs de votre maison, les souvenirs de votre passé, les gens que vous aimez, sont-ils vraiment ce qu'ils semblent être? Ou y a-t-il, quelque part, une porte verrouillée, une vérité que vous n'êtes pas prêt à découvrir? Continuez à explorer, continuez à questionner, continuez à chercher, et surtout, restez avec nous, car il y a encore tant de mystères à dévoiler, tant de vérités à affronter. Merci d'avoir été là, d'avoir osé plonger dans ce tunnel sombre. Vous êtes plus qu'un spectateur, vous êtes un chercheur de vérité, et ce n'est que le début.